Donald Trump est-il prêt à tout pour remporter les élections à n'importe quel prix? Alors que les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis, des élections donc très importantes, le président affirme vouloir modifier l'organisation du scrutin en ciblant notamment les villes qui s'opposent à lui. Mais alors, que cherche-t-il exactement à changer alors que, pour le contexte donc, il nie toujours sa défaite lors de la présidentielle de 2020? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement au tournage d'un reportage à l'étranger, c'est pour ça que je suis en voix off. Alors avant toute chose, pour bien comprendre les mesures que souhaite appliquer Donald Trump, il faut bien comprendre les midterms. Qu'est-ce que c'est? C'est donc les élections de mi-mandat qui auront lieu au mois de novembre et qui servent à réélire les élus de la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, ainsi que un tiers du Sénat. Elles sont donc très importantes, le tout dans un contexte où Donald Trump et son camp donc des républicains possèdent aujourd'hui à la fois la présidence, évidemment avec Trump, et en plus la majorité des sièges dans les deux chambres du Congrès. Et tout cela donc pourrait changer avec ces élections de mi-mandat. C'est donc toujours un test extrêmement important pour le président en place, et le risque pour Donald Trump, c'est qu'il perde des sièges au Congrès, ce qui pourrait l'empêcher d'appliquer pleinement son programme, en tout cas s'il respecte le fonctionnement démocratique. Donald Trump et son gouvernement sont donc bien au courant de cette possibilité, et ils semblent prêts à tout pour éviter qu'une telle situation puisse leur arriver. Alors il faut quand même rappeler le contexte général, et on va pas refaire toute l'année écoulée de Donald Trump. Si vous suivez la chaîne et ce format des actus du jour, je pense que vous êtes globalement au courant, mais interrogé sur le sujet en janvier dernier, Donald Trump avait par exemple affirmé, je cite, que quand vous y pensez, on ne devrait même pas avoir d'élection. La Maison-Blanche avait finalement affirmé qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais Donald Trump, il est aussi connu pour avoir refusé les résultats et la victoire de Joe Biden en 2020, allant même jusqu'à gracier et libérer ses soutiens qui étaient en prison pour avoir pris d'assaut le Capitole, donc le bâtiment du Congrès, pour tenter à l'époque d'empêcher l'officialisation de la victoire de Joe Biden. Mais la semaine dernière, Trump a été plus concret dans ses intentions, et dans un podcast du conservateur et ancien directeur adjoint du FBI Dan Bongino, il a affirmé que le parti républicain devrait prendre le contrôle du processus électoral dans au moins une quinzaine d'États avant les élections de mi-mandat, en insistant ensuite sur le fait, je cite, que les républicains devraient nationaliser le vote. Alors j'en suis conscient, nationaliser le vote, ça peut paraître très flou, très bizarre, mais en fait aux États-Unis, il faut comprendre que ce sont les États qui sont responsables de l'organisation des élections et du décompte des bulletins de vote. Très concrètement, même si le gouvernement fédéral, donc à l'échelle nationale en quelque sorte du pays, forme un cadre pour les élections, par exemple pour s'assurer que chaque personne ne vote qu'une fois, eh bien chaque État des États-Unis garde tout de même une large autonomie dans l'organisation des élections. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont déterminer eux-mêmes les modalités d'inscription sur les listes électorales, le type de machine utilisée pour voter, ainsi que l'organisation du dépouillement ou encore des décomptes des voix. Cette décentralisation, elle a l'avantage de rendre toute fraude massive relativement difficile à mettre en place à l'échelle nationale, et c'est censé contribuer historiquement à garantir la séparation des pouvoirs pour bien éviter justement qu'un gouvernement fédéral tente de contrôler et de manipuler tout cela. Sauf que Donald Trump donc estime que ce système, il pourrait permettre de truquer les élections ou alors permettre à des migrants en situation irrégulière de voter. Des accusations régulièrement avancées par les républicains malgré toutes les vérifications qui ont été faites, notamment en 2020. Aujourd'hui, il faut savoir que tous ces principes sur le fonctionnement de l'élection, ils sont protégés par la Constitution, donc la norme suprême des États-Unis, ce qui rendrait légalement très difficile toute tentative de Trump pour les remettre en cause. Mais ça illustre donc une volonté de sa part de s'immiscer davantage dans les processus électoraux, et ce donc en théorie malgré la séparation des pouvoirs. Et dans le prolongement de tout ça, en fait, les républicains ont présenté une loi au Congrès, une loi qui s'appelle Make Elections Great Again, rendez donc en quelque sorte de la grandeur aux élections, et la loi vise à durcir fortement les conditions de vote. Par exemple, il exigerait une preuve de citoyenneté plutôt qu'un simple permis de conduire pour s'inscrire ou pour mettre à jour son inscription sur les listes électorales. Si elle est votée, la loi prévoit également de restreindre fortement le vote par correspondance, donc le fait de pouvoir voter à distance. Mais le truc, c'est que de nombreux démocrates craignent que de telles mesures soient volontairement restrictives pour empêcher certains Américains qui sont quand même éligibles de voter. Ça peut être ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas se déplacer. Ça peut être aussi d'un point de vue administratif, certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés à avoir certains documents. On sait par exemple qu'il y a finalement peu d'Américains qui ont un passeport. Bref, ça peut prendre différentes formes. Et d'ailleurs, pour bien comprendre tout ça, il y a une étude de l'organisation à but non lucratif Brennan Center qui a été réalisée en 2024 et qui révèle notamment qu'au moins 21 millions d'Américains aux États-Unis, donc près de 9% des citoyens américains en âge de voter, n'ont pas de preuve de citoyenneté facilement accessible. Ça peut être lié au fait que nombre d'entre eux ont par exemple un nom différent de celui figurant sur leur passeport ou sur leur acte de naissance. Par exemple, des femmes mariées qui ont changé de nom
nom de famille, qui pourraient être donc empêchés de voter pour des raisons administratives. Mais attention, pour l'instant, ce texte, il fait tellement débat qu'il n'est pas certain d'être voté, même si Donald Trump tente de faire passer potentiellement certaines de ces mesures par décret, et donc sans le vote du Parlement. Autre élément que l'on peut noter, le gouvernement états-unien a demandé à une quarantaine d'États, surtout ceux opposés à Trump, de remettre officiellement leur liste électorale afin de s'assurer que tout est à jour. La plupart des États ont refusé, ces documents étant hautement confidentiels. C'est notamment le cas de l'État du Minnesota, au cœur de l'actualité ces derniers jours du fait de la présence très importante de ICE et des raids menés par ICE. Trump affirme avoir remporté le Minnesota à 3 reprises, alors qu'il a systématiquement perdu. Il accuse donc le Minnesota de fraude sans aucune preuve avancée pour autant. À noter aussi, et c'est là aussi une nouvelle preuve que Trump s'attaque aux institutions électorales aux États-Unis, le 28 janvier dernier, des agents du FBI, donc la police fédérale des États-Unis, ont perquisitionné un bâtiment officiel du comté de Fulton en Géorgie pour y saisir des centaines de cartons qui contenaient des bulletins de 2020 ainsi que des listes électorales. L'objectif affiché, c'est tenter de constituer un dossier pénal pour prouver d'éventuelles fraudes. Sauf que de nombreux juristes dénoncent une atteinte à la souveraineté des États, d'autant que les votes avaient déjà été recomptés suite à tout un tas de recours à l'époque. Le comté a donc engagé une action en justice pour obtenir la restitution des documents. Il réclame également l'accès aux justifications invoquées par le ministère de la Justice pour ce mandat de perquisition. En bref, il dénonce une forme de politisation de la justice et une attaque contre la démocratie locale. Bon, d'autres éléments que l'on peut noter, Steve Bannon, ex-conseiller de Trump, a suggéré mardi dans son podcast que des agents de l'ICE, donc la police de l'immigration, pourraient être déployés autour des bureaux de vote lors des élections. Alors, de nombreux démocrates, donc du camp opposé à Trump, affirment qu'il ne s'agit que du début et que Trump chercherait déjà à semer le doute pour contester de potentiels résultats qui lui seraient défavorables, comme il l'a déjà fait dans le passé, notamment en 2020. Enfin, dernier point, il y a toute la question du redécoupage territorial pour les élections. Et ça, en l'occurrence, c'est une pratique assez importante, pas uniquement utilisée par Trump, mais aussi par les démocrates historiquement. Je rentre pas dans le détail parce que c'est un sujet important, on aura l'occasion d'en reparler potentiellement dans les prochains jours. On suivra en tout cas l'évolution de la situation, que ce soit sur YouTube, en podcast et sur Instagram. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Israël a approuvé ce dimanche une série de mesures pour étendre son contrôle sur la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé illégalement par Israël depuis 1967 selon le droit international. Plus précisément, ces mesures permettent d'étendre son influence dans des zones administrées par l'autorité palestinienne, qui est l'instance administrative qui gère certains territoires palestiniens depuis les accords d'Oslo en 1993. Alors ces nouvelles mesures, elles permettent notamment à Israël d'acheter des terres en Cisjordanie, mais aussi d'administrer certains sites religieux, même lorsqu'ils sont situés dans des zones contrôlées par l'autorité palestinienne donc. Cela concerne notamment le caveau des patriarches, aussi appelé mosquée d'Ibrahim à Hébron, un lieu saint pour les 3 religions monothéistes. Face à ces nouvelles mesures, l'Union européenne a rapidement réagi, rappelant, je cite, que l'annexion est illégale en droit international. C'est aussi le cas de 8 pays musulmans, dont le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Pakistan ou encore l'Égypte, qui ont dénoncé des mesures visant à accélérer, je cite, les tentatives de son annexion illégale et le déplacement du peuple palestinien. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est quant à lui dit gravement préoccupé, soulignant, je cite, que la trajectoire actuelle compromet les perspectives d'une solution à 2 États, c'est-à-dire un État israélien qui coexiste aux côtés d'un État palestinien aux frontières clairement établies. Deuxième actu, Ghislaine Maxwell, l'ex-compagne et complice du criminel sexuel Jeffrey Epstein, a refusé ce lundi de répondre aux questions sur l'affaire Epstein d'une commission de la Chambre des représentants américaine, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Elle a déclaré qu'elle ne parlerait qu'en échange d'une grâce présidentielle. Jeffrey Epstein, c'est un financier américain accusé d'avoir dirigé pendant des années un vaste réseau de trafic sexuel de mineurs. Il s'est suicidé en prison en 2019 avant d'être jugé. De son côté, Ghislaine Maxwell a été condamnée en 2022 à 20 ans de prison pour son rôle dans ce trafic. Elle a donc été auditionnée à huis clos en visioconférence depuis sa prison au Texas. Mais elle a invoqué plus d'une dizaine de fois son droit au silence en vertu du 5e amendement de la Constitution américaine, qui est la norme suprême du pays. Si elle obtient la grâce présidentielle, son avocat a assuré qu'elle serait prête à témoigner de l'innocence de Donald Trump et de l'ex-président des États-Unis Bill Clinton. On en a déjà parlé, mais comme l'ont montré de nombreux documents révélés ces dernières semaines par la justice américaine, les 2 hommes ont entretenu des liens avec Jeffrey Epstein, mais ils assurent n'avoir jamais eu connaissance de ses crimes sexuels. Troisième actu, la France et l'Ukraine veulent développer une production commune d'armement. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre ukrainien de la Défense. Cela fait suite à la signature d'une lettre d'intention entre la France et l'Ukraine lors de la visite de la ministre française des Armées Catherine Vautrin à Kiev
Kyiv, la capitale ukrainienne. Alors l'objectif, c'est de renforcer la défense de l'Ukraine sur le long terme en passant de simples livraisons d'armes à une production qui serait donc commune. Cette collaboration doit notamment permettre des co-développements et des coproductions, en particulier dans le domaine des drones et des données, selon le ministère français des Armées. Le ministre ukrainien de la Défense a précisé de son côté que l'accord concerne également l'accélération des livraisons d'avions et la poursuite de la production de certaines bombes aériennes. Alors je le disais, il s'agit pour le moment d'une lettre d'intention qui n'est donc pas un contrat contraignant. Elle exprime une volonté politique de coopération, mais elle devra encore être suivie d'accords et de contrats concrets pour être mise en œuvre. À noter qu'en mars 2025, la France avait déjà annoncé débloquer une aide de 2 milliards d'euros pour améliorer les défenses ukrainiennes. Quatrième actu, en France, le chômage des jeunes de 15 à 24 ans a fortement augmenté au quatrième trimestre 2025, passant de 19,1% à 21,5%, soit une hausse de 2,4 points en 3 mois, selon l'INSEE. C'est un niveau record depuis 2018, hors période de Covid. Ça signifie qu'environ un jeune actif sur 5 dans cette tranche d'âge est actuellement au chômage. Alors ces chiffres, ils concernent les jeunes actifs, c'est-à-dire ceux qui ont ou cherchent un emploi. Les lycéens et les étudiants qui ne sont pas à la recherche d'un emploi ne sont donc pas inclus. Plus globalement, le taux de chômage en France hors Mayotte a augmenté de 0,2 points au quatrième trimestre de 2025 pour atteindre 7,9%. Il s'agit de son plus haut niveau depuis le troisième trimestre de 2021. Selon l'INSEE, il y a actuellement en France 2,5 millions de chômeurs qui recherchent un emploi et qui sont immédiatement disponibles pour en prendre un. C'est 56 000 de plus qu'au trimestre précédent. À noter que lors de sa campagne de 2022, Emmanuel Macron s'était donné pour objectif de ramener le taux de chômage à 5% à la fin de son second mandat. Malgré tout, l'INSEE souligne que le taux de chômage demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 qui avait atteint les 10%. Cinquième actu, ça concerne la récente affaire du lait infantile. 24 familles ont annoncé attaquer l'État et plusieurs industriels en justice pour mise en danger délibéré, maintien de denrées dangereuses, blessures involontaires et entrave à la manifestation de la vérité, selon Radio France. Cette action intervient un peu plus de 2 mois après la mort de 2 nourrissons ayant consommé du lait infantile rappelé par Nestlé. 2 enquêtes ont été ouvertes début janvier à Angers et Bordeaux, mais aucun lien de causalité n'a encore été établi pour le moment. Alors pour rappel, plusieurs lots de lait ont été rappelés ces dernières semaines pour un risque de contamination par la céréulide, qui est un composant toxique produit par la bactérie Bacillus cereus, qui peut provoquer de violents vomissements quelques heures après ingestion. Actuellement, seules 2 poudres font l'objet d'analyses officielles dans le cadre des enquêtes pénales à Angers et Bordeaux après le décès des 2 nourrissons. Les parents des autres cas sont orientés vers Nestlé pour tester les poudres, ce que dénoncent les 24 familles qui sont membres du collectif Intox Alim. Elles réclament des analyses par un laboratoire indépendant pour établir un lien entre la consommation des laits et les hospitalisations ou maladies de leurs enfants. Et enfin, dernière actu, le réseau social Discord va vérifier l'âge de tous ses utilisateurs dès début mars. À partir de cette date, tous les utilisateurs de la plateforme, anciens comme nouveaux, seront considérés comme étant mineurs avec des restrictions d'accès et d'usage à certains contenus jugés sensibles, notamment les contenus à caractère sexuel ou choquant. Pour retrouver un accès complet, les utilisateurs devront donc faire vérifier leur âge. Ils auront 2 options, fournir une pièce d'identité ou soumettre un selfie vidéo analysé par une IA. Discord assure que les documents envoyés seront traités par des sociétés tierces puis détruits une fois la vérification faite. Ces restrictions, qui s'appliqueront donc désormais dans le monde entier, étaient déjà en vigueur au Royaume-Uni et en Australie depuis l'année dernière. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Alors pour suivre l'actualité facilement au quotidien, vous le savez, rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Vous pouvez aussi vous abonner à nos déclinaisons locales à Marseille, Lyon ou au Québec. Les comptes sur Instagram c'est hugodécrypte.marseille, hugodécrypte.lyon et hugodécrypte.québec. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.